Bah déjà, en fait, on avait des questions déjà sur vous, un petit peu, pour vous demander si vous pouvez vous présenter rapidement, votre parcours. Ouais. Voilà, un petit peu déjà pour commencer. Bah, moi, je m'appelle Jean-Baptiste Alexanian, je suis médecin psychiatre. Je viens du 9-3, donc du 93, où j'ai fait mon premier et deuxième cycle d'études médicales. Ensuite, j'ai fait ma spécialité de psychiatrie à Rouen, notamment en grande partie dans le service universitaire, où ensuite j'ai été assistant spécialiste pendant 2 ans. Et puis, je me suis installé ensuite à Pont-l'Évêque, à la campagne. Donc, je me définis beaucoup comme un psychiatre de campagne. Alors, ça veut dire quoi un psychiatre de campagne? Ça veut dire c'est comme les vétos de campagne. C'est-à-dire que les vétos de campagne, ils voient les chiens, les chats, ok, comme en ville, mais ils font aussi les accouchements des vaches, ils font aussi les ânes, ils font aussi les chevaux, ils font aussi tous les animaux de la campagne. Et ben moi, c'est pareil. Je m'occupe pas que d'une ultra spécialité comme certains le font dans des grandes villes parce qu'il y a une possibilité de le faire. Ou je sais qu'il y a des gens qui sont spécialisés uniquement dans le TDAH, ils ne reçoivent que des gens qui souffrent de TDAH ou que des gens qui souffrent de TSA ou que des gens qui souffrent de etc. Ben moi, je vois tout le monde à tout âge, en gros de 3 ans à 130 ans. Et donc, ben voilà, je vois tout type de diagnostic, tout type de personnes. Donc, c'est pour ça que je me définis beaucoup comme un psychiatre de campagne. Voilà. Mhm. Je suis aussi attaché à un hôpital qui s'appelle le Centre hospitalier de la Rille, qui est à Pont-Audemer, où j'ai une consultation spécialisée dans le TDAH de l'enfant et de l'adulte, parce qu'en fait, la réglementation en France fait qu'il y a besoin de prescrire à l'hôpital certains médicaments, dont le méthylphénidate, qui est le traitement de première intention chez l'enfant, et maintenant officiellement incroyable chez l'adulte aussi, puisque maintenant il y a une AMM chez l'adulte. C'est d'ailleurs une histoire rigolote, parce que quand vous regardez le Vidal, la veille de l'AMM, c'était dangereux, il fallait surtout pas le donner aux adultes, d'accord? C'était vraiment, il n'y avait aucune étude scientifique qui permettait de le donner. Et le lendemain, c'était recommandé, même dans les formes modérées. Bon, D'accord. on voit à quel point le Vidal n'est pas une donnée scientifique, mais une donnée. Enfin, c'est un livre qui est un livre administratif, en fait, hein, évidemment, parce que les données scientifiques sur le TDAH de l'adulte et l'effet du méthylphénidate, elles sont là depuis plus de 20 ans, et on a une littérature très abondante depuis 10 ans, mais vraiment très abondante, qui ne permet aucun doute, aucun question. Non, ça fonctionne, il y a un rapport bénéfice qui est très en faveur du bénéfice quand on fait les choses correctement. Donc, vous voyez, c'est rigolo, mais il y a besoin finalement d'une prescription hospitalière. Et donc, moi, quand je vois les gens, je les reçois, on traite ce qui est à traiter ici, et ensuite, je leur dis qu'il faut prendre rendez-vous avec un vrai docteur qui a une blouse à l'hôpital. Et donc, je leur dis de prendre rendez-vous avec le docteur Alexanian à l'hôpital de Pont-Audemer. Et donc, ils disent, mais je comprends pas, c'est vous le docteur Alexanian? Je dis, bah oui, c'est moi, mais à l'hôpital, j'ai une blouse. Donc, Mhm. j'ai des super pouvoirs qui me permettent de prescrire des médicaments que je n'ai pas la capacité de prescrire ici au cabinet. C'est un truc complètement fou. Ça fait faire des rendez-vous en plus à la sécurité sociale. Enfin, tout est fou, en fait. Tout est un truc administratif comme ça. Bon, bref. Et donc, du coup, il y a besoin de cette consultation spécialisée dans le TDAH de l'enfant et de l'adulte au centre hospitalier de Pont-Audemer. Donc, voilà, pour faire court, je suis psychiatre à la campagne et puis j'ai une petite consultation hospitalière spécialisée dans le TDAH de l'enfant et de l'adulte. Donc, D'accord. voilà. Et comment vous êtes arrivé sur YouTube? Ça, c'était bon, c'est une question un peu annexe, mais ça Non, nous c'est une question posait. intéressante. Si Ouais. vous voulez, moi, je fais partie d'une association que j'ai participé à créer, mais dont je ne suis pas le président, dont je n'ai jamais été président, qui s'appelle Food Normandie, qui répond à un besoin des patients et des familles de patients souffrant de troubles psychiatriques. Et donc, faisant partie de cette situation en tant que membre, eh bien, comme je suis psychiatre, on me posait quand même beaucoup de questions, forcément, hein. Et au bout d'un moment, je ne veux pas dire que j'en avais marre de répondre toujours aux mêmes questions, mais un peu. Voilà, Mm. un petit peu. Et donc, est venue l'idée, je ne sais plus qui a eu l'idée, mais je ne crois pas que ce soit moi, de faire une chaîne YouTube où on répond aux questions une bonne fois pour toutes, quelque part. Et Mm. quand les gens ont des questions, comme ça, ils peuvent aller chercher sur la chaîne la réponse à leurs questions. Donc, c'est venu comme ça, l'idée de la chaîne YouTube. Et donc, c'est un truc qui fait partie de l'association, qui a été voté en conseil d'administration de l'association, comme quoi on crée cette chaîne. Donc, ce n'est pas une chaîne qui est personnelle, c'est une chaîne de l'association. Et c'est pour ça que vous voyez passer de temps en temps la présidente, vous voyez passer beaucoup d'invités, plein d'autres psychiatres qui viennent s'exprimer. Et aussi des patients qui viennent s'exprimer sur cette chaîne, parce que c'est quelque chose qui n'est pas centré sur moi, c'est vraiment un truc au service des gens. Et toute personne qui veut venir faire une vidéo sur la chaîne YouTube, eh ben, il peut. Et j'ai eu plein de demandes et toutes les demandes ont été acceptées.
du moment que ça ne met pas en danger les gens. C'est-à-dire que parfois, il y a des gens qui nous demandent de passer sur YouTube et alors qu'ils ne vont pas bien ou que machin, ça c'est hors de question. On laisse pas c'est une mise en danger des gens et c'est pas possible, on ne peut pas accepter ça, bien sûr. Mais en gros, voilà, c'est une chaîne qui est complètement ouverte à toutes les personnes concernées de près ou de loin par les troubles psychiatriques. Ah, d'accord, ok. C'est chouette. Et ça ne vous prend pas beaucoup de temps à faire? Parce que ça, c'est quand même très chronophage comme faire des vidéos sur YouTube. Et en fait, moi, je ne suis pas youtubeur, donc je fais un contenu qui n'est pas de qualité sur le plan du YouTube game, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de montage, il n'y a pas de deuxième prise. Donc, en fait, moi, je mets mon téléphone en route, parce que j'enregistre sur mon téléphone. Je mets mon téléphone en route. Je dis ce que j'ai à dire, j'éteins le téléphone et je le mets sur YouTube. Donc, il y a vraiment… ça me prend autant de temps que les vidéos que vous voyez. D'accord. Voilà, donc oui, ça prend du temps parce qu'il y a beaucoup de vidéos, c'est vrai. Mais pas plus que le temps des vidéos. J'ai pas le temps. Voilà, j'ai pas le temps de faire autre chose. Alors, c'est aussi pour ça, et je m'en excuse, que il n'y a pas de script, donc c'est pas hyper calibré comme les vraies vidéos YouTube où il n'y a jamais de blanc, jamais de trucs, etc. Parfois, ça part un peu dans tous les sens. Je pense que c'est ça que les gens apprécient, c'est naturel et c'est humain, quoi. Ah bah ça, c'est naturel. Ça ne peut pas faire plus naturel. Là, vraiment… Et professionnel. Hein? Et professionnel. Professionnel, c'est pas professionnel sur le plan du YouTube. Je ne crois pas que ce soit YouTube professionnel. Par contre, c'est professionnel, bien sûr, je l'espère en tout cas, et je fais tout pour, sur le plan du contenu médical, parce que évidemment, il n'est pas question de donner des données qui ne sont pas relativement solides. Et quand je donne un avis personnel sur une donnée solide, c'est-à-dire que quand la donnée, on peut l'interpréter d'une manière ou d'une autre, et que je donne mon avis personnel, je précise que c'est mon avis personnel et que la donnée, c'est celle-là, et puis après, on peut voir les choses un peu différemment. Mais voilà, quand c'est tranché, on dit que c'est tranché, et quand c'est pas tranché, on explique le comment, le pourquoi, le comment. Donc voilà, c'est ça effectivement l'objectif de la chaîne YouTube. Ok. Et tout ça gratuitement, sans publicité, c'est-à-dire qu'on refuse les publicités. Vous avez remarqué, il n'y a pas de publicité quand on regarde. Voilà, donc on a fait tout un micmac pour qu'il n'y ait pas de publicité parce que les conditions YouTube ont changé, donc il fallait créer un compte spécial pour en fait ensuite pouvoir retirer les publicités. Bref, c'était tout un micmac. Donc il y a zéro publicité. Zéro sponsor, zéro je sais pas quoi, tout est entièrement gratuit. Moi, je ne fais pas ma pub parce que je pense que c'est difficile de croire qu'un psychiatre fait sa pub sur YouTube parce que tous les psychiatres sont tous débordés. Donc, on n'a au moins pas cette critique de « ouais, ils cherchent à faire de la pub pour avoir des patients ». Non, on est tous, sans exception, débordés, qu'on soit psychiatre, généraliste ou autre, mais psychiatre encore plus. Et ce n'est pas non plus à but lucratif pour augmenter mes tarifs parce que moi, je suis en secteur 2, donc je fais les tarifs que je veux. D'accord, depuis très longtemps avant la chaîne, mais 100% de mes tarifs sont en secteur 1. C'est-à-dire que je décide, bien que je sois en secteur 2, de faire que des actes de secteur 1. Donc, ce n'est pas pour gagner des sous. Au contraire, j'aurais la possibilité d'augmenter mes tarifs comme tous les psychiatres en secteur 2 le font. Moi, je ne le fais pas parce que je n'en ai pas besoin, donc je ne le fais pas, mais c'est pas, on ne peut même pas me suspecter que c'est à visée lucrative. Il y a zéro visée lucrative. Voilà. Et quand vous créez vos vidéos, est-ce que c'est en réponse aux questions que vous avez reçues ou comment vous choisissez les sujets? Alors, en gros, il y a deux types de vidéos sur la… Enfin, il y a plus que ça, mais on va dire qu'il y a trois types de vidéos sur la chaîne, pour faire simple. Il y a vraiment les questions qui viennent des patients, qu'on reçoit soit par YouTube, soit par mail, soit des patients en consultation, c'est-à-dire qui posent une question, je me dis, c'est vrai que ça, j'en ai jamais parlé, il faut expliquer ça aux gens, c'est important. Donc ça, c'est une partie des vidéos. Il y a une autre partie de vidéo qui est assez importante en volume de vidéos, en nombre de vidéos, c'est la revue de la littérature scientifique. C'est-à-dire que nous, ce qu'on veut, c'est que les gens aient accès à des données scientifiques fraîches, récentes, qualitatives. Et donc moi, de par mon travail, puis c'est aussi un peu ma passion, je crois que ça se sent un petit peu, mais de par mon travail et ma passion, je fais une revue régulière de la littérature scientifique. J'aime beaucoup ça, j'adore ça. Tous les jours, je lis plusieurs articles scientifiques. Et quand il y en a un qui me semble pertinent à vulgariser, je les vulgarise. Donc ça, c'est le deuxième type de vidéo. Et puis le troisième type de vidéo, c'est les interviews. J'essaie d'en faire beaucoup parce que je pense que les gens ont marre de voir que ma tête sur cette chaîne. Ils ont bien raison. Et donc, j'essaie de faire beaucoup plus d'interviews. Là, depuis 2 ans, on fait vraiment beaucoup d'interviews.
parce que c'est aussi important d'avoir d'autres avis, d'autres approches. Moi, je suis quelqu'un qui pense que, même en médecine, avoir un deuxième avis, c'est une très bonne idée. Il y a des médecins qui ne supportent pas qu'on demande un deuxième avis à un autre confrère. Pas du tout. Il faut des avis différents, c'est enrichissant pour tout le monde, pour le patient évidemment en priorité, mais aussi pour l'autre confrère. Donc, il faut voilà, croiser ses points de vue, croiser ses avis. Et voilà, donc il y a vraiment ces 3 types de vidéos sur la chaîne. Super. Très riche. Bon, alors si on rentre un petit peu plus dans le vif du sujet de ce qui nous intéresse aujourd'hui, est-ce que vous pourriez déjà nous expliquer ce qu'est une comorbidité? Oui, alors c'est d'ailleurs un sujet qui est intéressant. Alors, sur la chaîne, je passe beaucoup de temps à critiquer les mots qu'on utilise. Et je vais encore faire comme on dit dans le 9.3, mon relou. Mais ça ne va pas comme terme parce que ce n'est pas assez précis, en fait, le terme comorbidité. Parce qu'en fait, comorbidité, ça veut dire donc c'est associé, et morbidité à un problème associé, quoi, en gros, pour faire simple. Et en fait, ce n'est pas assez précis parce que, prenons l'exemple du TDAH, le trouble de déficit attentionnel / hyperactivité, qui est un trouble fréquent, hein, c'est le deuxième trouble le plus fréquent en psychiatrie, notamment de l'enfant. C'est un trouble qui consiste à être particulièrement distrait et impulsif dans les situations de stress ou dans les situations où il n'y a pas de plaisir, et que ce trouble, cette distractivité crée un handicap pour la personne. C'est ça le TDAH, pour faire ça. Le TDAH, il est très fréquemment associé à d'autres troubles, c'est-à-dire qu'on trouve chez une personne d'autres troubles en même temps que le TDAH. D'accord ? Et donc, on va dire c'est des comorbidités. Alors, le plus fréquent, par exemple, c'est le trouble anxieux. Ce qu'on appelait avant, c'était un joli terme, mais les mots maintenant, le mot est mal vu maintenant, mais ça s'appelait avant la folie du doute. Nous, on aime bien chez Food Normandie le mot folie, mais bon, il paraît qu'il y a des gens qui trouvent ça pas bien. Donc, voilà, la folie du doute, c'est un beau terme, c'est-à-dire que c'est vraiment un doute handicapant, un questionnant, voilà, qui pose problème, vraiment, qui fait souffrir l'individu. C'est pas un doute raisonnable, le doute, c'est très utile, c'est très bien, mais quand il est handicapant, ça devient pathologique. Donc, le trouble anxieux, c'est un trouble qui est fréquemment associé au TDAH, mais qu'est-ce qu'on dit quand on dit ça ? Eh bien, on ne dit pas, à part dire que c'est en même temps présent chez la même personne, on ne dit rien d'autre. Et c'est dommage, parce qu'en fait, une comorbidité, ça peut être quelque chose qui arrive en même temps. Par exemple, je suis brun et je fais 1m84, d'accord, et j'ai la peau marron. Donc ça, c'est des choses qui arrivent en même temps chez moi, d'accord, mais qui ne sont pas forcément en lien. Ça peut être un peu en lien, pas du tout en lien, ou complètement en lien. Et donc, finalement, le terme de comorbidité, il n'est pas suffisamment précis. En tout cas, il n'est pas clair dans l'esprit des gens. Donc, c'est important de bien rappeler que il y a plusieurs types voilà, ok, donc il y a un trouble anxieux et un TDAH, mais finalement, quel est le rapport entre les deux ? Bon. Alors, dans le TDAH, par exemple, on sait que le TDAH en lui-même est un facteur de stress et qui va donc augmenter le risque de souffrir de troubles anxieux et du copain du trouble anxieux, enfin du copain, de l'enfant du trouble anxieux qui est la dépression. La dépression, c'est vraiment l'enfant du trouble anxieux, c'est quand le trouble anxieux a été trop sévère, trop tapé dessus, ça devient une dépression. En tout cas, la plupart des dépressions, quasiment toutes, sont précédées d'un trouble anxieux sur lequel on a tapé, quoi, d'accord ? Et donc, le TDAH favorisant le stress, et le stress favorisant le trouble anxieux, on peut avoir un trouble anxieux qui est secondaire au TDAH. Donc, on va dire que c'est une comorbidité secondaire au TDAH. Mais on sait aussi que les personnes souffrant de TDAH souffrent aussi souvent d'un trouble anxieux intrinsèquement présent chez la personne, indépendamment du TDAH. Donc, le TDAH va venir éventuellement amplifier ce trouble anxieux. Mais même sans TDAH, le trouble anxieux, il est présent, même si, par exemple, les gens ne souffrent pas de leur TDAH, ont une biologie favorable au TDAH, mais n'en souffrent pas, et bien, ils ont un trouble anxieux qui est présent. Donc, vous voyez, c'est deux choses différentes. Et pourtant, on va souvent appeler ça aussi comorbidité de l'un et l'autre. Et pourtant, ça n'a pas grand-chose à voir. Alors, pourquoi c'est important ? Parce que, par exemple, la stratégie stratégie thérapeutique, elle peut être différente en fonction des circonstances. Si on pense que c'est un trouble anxieux qui est essentiellement secondaire au TDAH, on va traiter le TDAH en premier. Si on pense que le trouble anxieux, il était présent avant, et alors ça, comment on peut savoir ? Parce que les gens qui nous écoutent vont se poser la question. Si par exemple, depuis toujours, il y a ce trouble anxieux, avant même de se retrouver du TDAH, si en plus dans la famille, il y a beaucoup de troubles anxieux et de dépression, on peut se dire légitimement qu'il existait et qu'il préexistait avant le TDAH, ou en tout cas qu'il est partiellement indépendant du TDAH. Et bien dans ce cas-là, le plus raisonnable, ça va être de commencer par traiter le trouble anxieux. Pourquoi ? Parce que d'abord, en diminuant l'anxiété, souvent on va diminuer les symptômes de TDAH, en tout cas ça va devenir moins handicapant.
d'accord ? Souvent, pas toujours, je l'explique parfois plus en détail, mais là, on n'a pas le temps, mais souvent. Donc, ça vaut le coup d'essayer d'abord de traiter le trouble anxieux parce que ça se trouve, ça nous évitera d'avoir besoin de traiter le TDAH. OK ? Et deuxième raison, c'est parce que le méthylphénidate peut augmenter le risque de dépression chez quelqu'un qui a un trouble anxieux qui n'est pas équilibré. Donc, vous voyez, ça donne 2 bonnes raisons de traiter le trouble anxieux d'abord. Et du coup, si on n'a pas identifié en amont si ce trouble anxieux était essentiellement secondaire au TDAH ou s'il était présent indépendamment du TDAH, même s'il est majoré par le TDAH, eh ben, on ne va pas avoir la même stratégie thérapeutique et on va peut-être se tromper si on ne fait pas cette distinction. Vous voyez ? Donc, désolé, vous m'avez posé une question toute simple sur c'est quoi les corps OUT et je vous ai fait 10 minutes sur ça, mais j'espère que c'est éclairant. En fait, c'était là où on voulait en venir justement, c'était parce que ce n'était pas clair pour nous, cette hiérarchie entre les troubles, comment est-ce qu'on fait pour déterminer si, quel est le trouble, s'il y a un trouble principal, si c'est un trouble associé, etc. C'est une question, enfin, c'est des questions. C'est une question qui nécessite d'explorer l'histoire individuelle de la personne, d'interroger la famille, de connaître les antécédents personnels et familiaux surtout, parce qu'on sait qu'en psychiatrie, l'essentiel des troubles ont une composante héréditaire génétique, qu'elle soit modeste ou qu'elle soit majeure. Le TDAH, par exemple, l'influence génétique, elle est majeure, elle est bien plus élevée que l'aspect environnemental, même si l'aspect environnemental va faire en sorte que quelqu'un qui a cette biologie de TDAH, cette génétique de TDAH, va en souffrir ou pas. D'accord ? Voilà. D'accord. Et comment ça marche le processus pour diagnostiquer un trouble Le TDAH ou… oui, avec le TDAH. Ouais, Donc, pour diagnostiquer, comment on fait le diagnostic de TDAH, c'est votre question ? Oui. Ouais. Alors, le diagnostic de TDAH, il est clinique. Alors ça, c'est très, très important parce qu'il y a une divergence d'opinion, enfin, pas d'opinion, oui, d'opinion, parce que, qui est assez importante. Il y a des gens qui disent plein de choses. Alors, on va essayer, nous, de dire ce que dit la science, ce que dit le consensus scientifique. Le consensus scientifique mondial, il dit une chose, le diagnostic, il est clinique. Clinique, ça veut dire quoi ? C'est sur un interrogatoire. D'accord ? Et uniquement sur un interrogatoire. Le diagnostic ne nécessite qu'un interrogatoire clinique. Il ne nécessite pas de faire des tests psychométriques, ce n'est pas vrai. Et malheureusement, il y a des gens qui, je ne sais pas, soit par croyance, soit par business, soit par les deux, j'en sais rien, je ne peux pas le savoir, demandent des bilans à 200, 300, 400 euros avec, alors vous savez, ces fameux bilans, voilà, pour avoir un diagnostic de TDAH. Ce n'est pas recommandé, ce n'est pas recommandable, ce n'est pas raisonnable. C'est vecteur de faux positifs et de faux négatifs, c'est-à-dire que les tests psychométriques, soi-disant pour diagnostiquer le TDAH, créent des faux positifs, c'est-à-dire des gens qui vont soi-disant en avoir un alors qu'ils n'en ont pas. Et ils créent aussi des faux négatifs, c'est-à-dire des gens qui soi-disant n'en ont pas alors qu'ils en ont un. Donc il y a une seule manière de faire le diagnostic de TDAH, c'est la clinique. Alors, comment on fait avec la clinique ? On peut utiliser éventuellement, là, pour le coup, des questionnaires sur les symptômes. Moi, j'utilise beaucoup la DIVA-2, qui est très longue, mais il y a des questionnaires qui tiennent en 6 questions pour le dépistage du TDAH. Donc, voilà, en gros, c'est de poser des questions aux gens, d'accord ? Ça, c'est très important. Et puis, essayer de choper le maximum d'infos de l'entourage, dans l'enfance comme dans la petite enfance, avant comment ça se passait, d'avoir vraiment les antécédents familiaux, etc. C'est en fait un vrai diagnostic clinique comme on fait en psychiatrie en général. C'est-à-dire que le TDAH, c'est le même processus diagnostique que le trouble bipolaire, que la dépression, que le trouble anxieux, que la schizophrénie, que ce que vous voulez. C'est-à-dire que le TDAH n'est pas une exception par rapport en psychiatrie. Il a les mêmes critères de comment on fait correctement un diagnostic, c'est-à-dire la clinique, et les antécédents, bien sûr. On sait que le TSA et le TDAH sont souvent associés. Est-ce qu'il y a est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot là-dessus ? Oui, alors, moi là-dessus, j'ai un avis. D'accord. J'insiste, c'est un avis qui est un peu différent de la majorité de mes confrères là-dessus. Alors, je vais vous dire ce que dit la science, enfin, ce que dit l'épidémiologie, et puis après, je vais vous donner un peu mon avis. L'épidémiologie, elle dit que ce sont deux troubles qui sont fréquemment comorbides. On réutilise le terme. Voilà. D'accord ? Et ça, c'est vrai, il n'y a aucun doute là-dessus, et c'est tout à fait scientifique, et c'est ce que dit la science, il n'y a pas de problème là-dessus. Donc, ça veut dire que fréquemment, les personnes qui souffrent d'un TDAH souffrent d'un
d'un TSA, et fréquemment les personnes sous d'un TSA, sous d'un TDAH, ce n'est pas systématique, mais il y a une surreprésentation par rapport à ce que ne le voudrait le hasard, par rapport à la répartition normale du TDAH dans la population. Il y a une surreprésentation du TDAH chez les personnes souffrant d'un TSA. C'est un fait, c'est une des deux premières comorbidités. Les deux comorbidités les plus fréquentes dans le TSA, dans le trouble du spectre de l'autisme, c'est le TDAH et le trouble anxieux. Alors, vous allez me dire, c'est les deux troubles les plus fréquents en psychiatrie. Oui, bien sûr, sauf qu'ils sont encore plus fréquents dans le TSA que ne le voudrait le hasard. Donc, c'est des vraies comorbidités. D'accord ? Bon. Ensuite, mon avis, qui est purement un avis. Moi, je crois que le diagnostic de TSA, il se cherche beaucoup. Alors, on le voit bien, alors ça c'est un fait, hein, dans la classification, dans la nosographie, dans le DSM ou dans la CIM-10, on voit bien que les critères pour le diagnostic évoluent beaucoup. On a hérité de quelque chose dans les classifications qui étaient avant très, très différents. On parlait parfois de psychose, etc. Heureusement, aujourd'hui, on n'en parle plus. Bref, il y a une histoire de ce diagnostic qui évolue beaucoup et qui, sur le plan de la recherche scientifique, quand on utilise les critères diagnostiques, est assez décevant. C'est-à-dire qu'avec ce qu'on appelle aujourd'hui TSA et avec les critères qu'on utilise pour retenir ce diagnostic et les outils qu'on utilise pour retenir ce diagnostic, la recherche est dans une relative impasse. On n'apprend pas grand-chose sur ce truc. Et c'est toujours inquiétant, il faut toujours se remettre en question quand c'est comme ça, parce qu'il n'y a pas de raison qu'on avance si peu ou si lentement sur ce diagnostic. Et moi, mon hypothèse, et ce n'est pas que la mienne, j'ai fait plusieurs vidéos avec des articles scientifiques qui disent la même chose que moi, mais ce que je veux dire, c'est que cette opinion, je la partage, mais elle est minoritaire dans le milieu scientifique. Mais c'est une opinion scientifique, ce n'est pas une opinion venue de l'espace, c'est-à-dire il y a des publications scientifiques sur cette opinion-là qui sont très sérieuses, d'accord, avec des arguments pour la défendre. Moi, mon opinion, c'est que le diagnostic de TSA actuel de la CIM-10 ou du DSM, c'est pas pertinent. En fait, il n'y a pas de pertinence. Les gens qui souffrent de ces symptômes, ils existent, bien sûr, personne ne dit le contraire. Mais la manière d'avoir pensé ce diagnostic, c'est une impasse conceptuelle. Et donc, moi, mon avis, c'est que le TSA devrait exploser. Que cet antidiagnostic ne devrait pas forcément survivre et qu'on devrait avoir une approche beaucoup plus qu'on appelle, nous, dimensionnelle. C'est-à-dire qu'au lieu de faire un regroupement de symptômes qui sont très larges et très vagues et en plus très peu nombreux, d'accord ? Donc, finalement, avec une hétérogénéité très importante des personnes qui reçoivent ce diagnostic, c'est-à-dire que quand vous regardez 100 personnes qui ont reçu ce diagnostic, le problème, c'est qu'elles se ressemblent très peu. Elles se ressemblent très, très peu. Et c'est un problème quand même, parce que bon, on est censé avoir quelque chose quand même d'assez uniforme. Et c'est un vrai souci. Et donc, finalement, il faut peut-être passer d'une approche comme ça, de liste de symptômes très vague et très peu nombreux et très flous, à une approche plus dimensionnelle, où on va essayer de regarder les fonctionnements cognitifs des gens. On va les traiter en fonction de leur fonctionnement cognitif et non pas de leur regroupement de symptômes. Parce qu'aucun symptôme du TSA, aucun symptôme du trouble du spectre de l'autisme n'est spécifique, mais ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon pathognomonique, ne se retrouve uniquement dans le TSA. Tous les symptômes du TSA se retrouvent dans d'autres troubles. Et en particulier, c'est sûrement le hasard, mais en particulier quelqu'un qui souffre d'un trouble anxieux et d'un TDAH, pour rappel, les deux comorbidités les plus fréquentes du TSA, comme par hasard, les personnes qui souffrent d'un trouble anxieux et d'un TDAH, notamment sévère et notamment dans l'enfance, et notamment d'un trouble anxieux avec un caractère obsessionnel, ils remplissent tous les critères de TSA. Tous, y compris le défaut de théorie de l'esprit, en tout cas, y compris les difficultés, ce qu'on appelle en théorie de l'esprit, c'est-à-dire en capacité à lire dans les pensées des gens, pour faire simple, dans les difficultés d'interaction sociale, etc., dans les stéréotypes autistiques. Voilà, quand on a un trouble obsessionnel, un trouble anxieux et un TDAH, on remplit toutes les cases, toutes. Donc, sur le plan pratique, pragmatique, donc là, je vous ai parlé de conception très théorique, très classification, etc., blabla, je m'en excuse, mais sur le plan pratico-pratique, ça a un impact, encore une fois, parce qu'il faut être pragmatique, c'est que, mon avis, c'est que quand on a des symptômes qui peuvent se rattacher à un trouble pour lesquels on n'a pas de traitement efficace, mais aussi qui peuvent se rattacher à un autre trouble dont on a des traitements efficaces, le plus pragmatique, c'est de se dire qu'on va émettre l'hypothèse que vu qu'on ne peut pas conclure sur est-ce que ces symptômes sont spécifiques au TSA ou spécifiques au trouble anxieux, par exemple, on va se dire, vu que j'ai un traitement pour le trouble anxieux, je vais essayer de traiter ça comme un trouble anxieux, puisque ça rentre dans les critères du trouble anxieux. Voilà. Et pareil pour les symptômes du TDAH,
vu que j'ai effectivement cette distractivité, cette impulsivité, voilà, qu'on retrouve typiquement dans le TSA, eh ben, vu que ça rentre dans le diagnostic de TDAH, mais aussi dans le diagnostic de TSA, je vais me dire, vu que j'ai un traitement pour le TDAH, je vais essayer de traiter le TDAH d'abord. Et puis on verra ensuite ce qui reste. Et de manière pas très étonnante, on se rend compte que des personnes qui ont eu un authentique et qualitatif, j'insiste, très qualitatif diagnostic de TSA, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de doute sur le diagnostic de TSA tel qu'il est fait aujourd'hui, avec les normes d'aujourd'hui, fait par des centres de ressources autistiques, vraiment des diagnostics bien faits, donc il n'y a pas de doute sur la personne rentre dans les critères officiels de TSA, eh bien on se rend compte qu'en traitant les comorbidités les plus fréquentes, notamment le TDAH et le trouble anxieux, eh bien on trouve une évolution de cette symptomatologie qui a été plus ou moins officiellement rattachée au TSA, et même sur des symptômes qui ne sont pas censés, qui sont censés être soi-disant spécifiques du TSA, même s'ils le sont, mais ils ne sont pas, comme la théorie de l'esprit. Donc on se retrouve avec des gens, quand on traite leur anxiété, ils sont moins obsessionnels, donc ils ont moins de stéréotypie, ils ont plus confiance en eux, ils ont moins d'anxiété sociale, donc ils vont plus vers les autres. Donc, ils apprennent plus des interactions sociales, c'est-à-dire qu'ils sont plus capables de dire tiens, quand je fais ça à quelqu'un, il le prend bien ou il le prend mal. Donc, peut-être il faudrait que je. Voilà, parce que la théorie de l'esprit, les relations sociales, ça s'apprend. On est câblé naturellement pour en avoir, mais c'est à force de les répéter qu'on va savoir comment se comporter. Et voilà. Et donc, voilà, on voit des gens qui vont évoluer et qui vont sortir du diagnostic de TSA parce qu'ils ne vont plus souffrir des symptômes qui avaient été considérés comme appartenant au TSA. Donc, ils vont en sortir, puisque je vous rappelle qu'en psychiatrie, quand on ne souffre plus de symptômes, on retire le diagnostic. Encore heureux. C'est-à-dire que si j'ai tous les symptômes de TDAH, mais que je n'en souffre pas du tout, je n'ai pas de TDAH. Point. Voilà. Et si j'ai tous les symptômes du TSA, mais que je n'en souffre plus du tout parce qu'ils ont évolué et qu'ils sont moins intenses, voire plus du tout intenses, je n'ai plus de TSA officiellement au sens médical du terme. Encore heureux qu'on ne considère pas que les gens qui vont bien ont des troubles psychiatriques, heureusement. Donc, vous voyez, je pense qu'il faut être très pragmatique, avoir une approche très dimensionnelle des choses, et parfois, je ne dis pas que c'est tout le temps, mais parfois, ça permet vraiment de faire avancer les patients de manière importante, quoi. Et alors, pardon, peut-être que je n'ai pas bien compris, mais pour vous, ça veut dire que quelque part, l'autisme, ça est voué à disparaître, l'appellation, le nom autisme? C'est pas que c'est voué à disparaître, parce que comprenez bien, les gens qui ont ces symptômes-là, ils existent et existeront toujours. Oui. Il n'y a pas de doute là-dessus. Classifier autrement. La question, c'est que comment on nomme les choses et comment on classifie les choses. D'accord ? Parce que le problème, c'est que ça a un impact sur ensuite notre manière de traiter, comme je vous l'ai expliqué. C'est-à-dire que si j'arrête de voir le TSA comme une entité diagnostique unique et où j'explique tous les symptômes, parce que tellement le diagnostic est vague, tous les symptômes peuvent être possibles parce que c'est très hétérogène, et donc j'ai quasiment toute la psychiatrie dans le TSA, bon, c'est un problème, quoi. Il y a un vrai problème d'hétérogénéité de ce diagnostic. Alors moi, on en parle souvent avec le professeur Montron, on échange pas mal de mails, on a fait aussi une vidéo avec le professeur Montron qui est spécialiste dans l'autisme, spécialiste reconnu, qui a publié dans les très grands journaux, qui travaille au Canada. On en parle de ce sujet-là, on n'est pas toujours d'accord d'ailleurs, mais effectivement, tout le monde s'accorde à dire qu'avec le temps et avec les changements de classification, le diagnostic devient de plus en plus flou, c'est-à-dire qu'il augmente l'hétérogénéité des patients et l'intensité de la symptomatologie moyenne diminue en plus. C'est-à-dire que le diagnostic de l'équivalent de TSA il y a 20 ans et le diagnostic de TSA aujourd'hui, d'accord, il y a beaucoup plus de gens qui rentrent dans la case et leurs symptômes sont beaucoup moins importants et ils sont de plus en plus hétérogènes. C'est un problème. Donc là, encore une fois, moi, je n'ai rien contre le diagnostic de TSA, je dis juste que là, il y a un truc qu'il faut changer, en fait. C'est pas opérant, c'est pas opérant. Et nous, les psychiatres, on n'est pas là pour se faire plaisir avec des noms. On n'est pas là pour se faire plaisir avec des classifications et machin. On est là pour être opérant, quoi, pour avoir pour les gens, quoi, pour que les gens aillent mieux, quoi, d'accord, pour qu'on puisse avancer sur comment on recrute des patients pour faire de la recherche. Parce que si on définit mieux les critères diagnostiques, on avancera beaucoup plus sur la recherche. Vous comprenez ? Donc, voilà, c'est mon avis. C'est mon avis. C'est encore une fois, je ne suis pas le seul à le partager. Il y a des publications là-dessus. J'ai fait des vidéos sur ces publications. Mais moi, quand je regarde la littérature scientifique, je suis beaucoup plus convaincu par les gens qui rapportent cette analyse-là que par les gens qui sont satisfaits du diagnostic actuel, de la manière de faire le diagnostic actuellement.
Ok. Quels sont les critères que vous garderez dans la classification de troubles spectre autistique? Mais moi, je pense qu'il faut. C'est pas qu'il faut en garder, il y en a déjà trop peu. Maintenant, il y a quasiment deux critères, quoi, quasiment, pour être autiste. C'est pour avoir un TSA, pardon. Donc, c'est pas l'histoire de garder ou pas garder. Je pense qu'il faut revoir concrètement la manière dont on fait le diagnostic et arrêter d'avoir une liste de symptômes et d'essayer de voir le fonctionnement des gens sur le plan de leur cognition, de comment ça se passe dans leur cerveau, le chemin que prend la pensée, l'émotion, le comportement à l'intérieur du cerveau jusqu'à cette expression clinique. Et je pense que c'est fondamental. Et je pense ça pour toute la psychiatrie, pas que pour le TSA. Mais le TSA, c'est une caricature de ce besoin-là. Ce besoin-là, il est caricatural dans le diagnostic de TSA. Vous voyez ce que je veux dire? Et moi, je suis toujours embêté par les gens qui disent moi, le fait de savoir que j'avais un TSA, ça m'a permis de mieux me comprendre. Ça m'inquiète beaucoup, ça, parce que le diagnostic du TSA, il est tellement hétérogène que mais quel symptôme dans ce cas-là, quel fonctionnement, vous avez compris, parce que c'est tellement large. Bon. Donc, ce qui permet aux gens de se comprendre, c'est de se comprendre. Et se comprendre, ce n'est pas avoir un diagnostic, ce n'est pas avoir un mot, surtout quand ce mot a une réalité floue derrière, c'est savoir comment la pensée, l'émotion, le comportement cheminent dans la tête jusqu'à l'expression clinique. Et ça, il n'y a aucun diagnostic, pas même le TDAH, qui est propre. Le TDAH, c'est un bon exemple de truc très propre, quoi. On a une description clinique propre, on a un traitement propre qui marche bien sur cette description clinique. Enfin, c'est un truc, on a une bonne recherche. Même sur le TDAH, c'est pas suffisant. Le diagnostic de TDAH ne permet pas, à lui seul, l'étiquette de TDAH, de savoir comment fonctionner. Parce qu'il y a des gens qui ont plus ou moins de distractivité, plus ou moins d'impulsivité. Il y a des gens qui ont des troubles anxieux associés sur un mode obsessionnel et leur obsessionnalité va venir diminuer l'expression de leur impulsivité. Parce que quand on est dans le contrôle, cette impulsivité qui existe biologiquement, elle va être masquée par le contrôle obsessionnel. Enfin, oui, tout ça, c'est subtil. Donc, il faut que les gens se comprennent et un diagnostic, quel qu'il soit, mais a fortiori le TSA, ne permet pas d'avoir une compréhension de comment on fonctionne. Donc moi, ça m'inquiète toujours que les gens considèrent que le diagnostic leur a permis de se comprendre. C'est qu'on n'est pas allé assez dans les détails. Ou alors que ce n'est pas ça qu'ils veulent dire, et que ce qu'ils veulent dire, c'est qu'ils ont compris leur fonctionnement interne. Et dans ce cas-là, il ne faut pas utiliser le mot diagnostic. Ce n'est pas le diagnostic qui permet de mieux se comprendre. Ok, merci. Je trouve ça très intéressant de revoir l'idée de catégoriser et de mettre les mots et les étiquettes sur les gens, parce que c'est vrai, sur tous les troubles neurodéveloppementaux, on a à peu près le même problème où il y a tellement de caractéristiques qui sont confondues et communes entre plein de troubles 10 ou d'autres. Et ça aussi, alors, moi, le terme même de trouble neurodéveloppemental, moi, ça me rend dingue. Alors, j'en ai parlé un peu avec Claire Compagnon, qui est chargée du handicap dans le gouvernement. Alors, elle m'a dit qu'il ne fallait pas trop taper sur ce terme-là parce que ça permettait quand même des avancées sur le plan administratif, sur le plan politique. Alors, d'accord, ok, peut-être que ce terme-là est très utile sur le plan administratif et politique, peut-être que ça permet de débloquer des fonds, etc. Très bien. Sur le plan purement scientifique, moi, c'est un terme qui me gêne, c'est un terme pareil, c'est un terme encore plus fourre-tout que TSA. Alors là, vraiment, mais dans ce cas-là, avec les critères actuels du trouble neurodéveloppemental, la schizophrénie, c'est un trouble neurodéveloppemental. Même le trouble anxieux, avec les critères actuels de la définition du trouble neurodéveloppemental, le trouble anxieux devrait être classifié dans les troubles neurodéveloppementaux. Bon, la psychiatrie, quoi, ok. Alors, on a un nouveau terme pour psychiatrie, c'est pas sérieux. En gros, il n'y aurait que les dépressions réactionnelles, un facteur de stress majeur, les aides de stress post-traumatique, éventuellement, enfin tous les trucs très ultra environnement dépendants, ultra facteurs de stress aigu dépendants qui ne rentreraient pas dans la classification. Bon, vous voyez, donc c'est très utile sur le plan administratif, donc je ne veux pas taper sur ce terme-là, je ne veux pas que mes propos soient repris par les gens qui tapent sur ce terme-là pour leur chapelle idéologique. Bon, on n'est pas là pour en parler, mais bon, pour l'histoire de la psychiatrie française, en gros, très particulière. Voilà. Donc, je ne dis pas que ce n'est pas un outil politique intéressant, mais sur le plan scientifique, pour moi, ce n'est pas sérieux, quoi. En tout cas, on ne fait pas de la recherche avec ce terme-là. Ouais.
Et juste au niveau du diagnostic, pour quelqu'un, par exemple, qui soupçonne qu'ils ont un TDAH ou un trouble d'anxiété, mais ils ne savent pas exactement c'est et à qui se présenter. À qui s'adresser, quoi. Quand on pense qu'on a un trouble, TDAH, trouble anxieux ou autre, à qui s'adresser, quoi. Alors moi j'ai un conseil, je vous le reproche assez souvent, mais je pense vraiment que c'est bon, c'est parlez-en à votre médecin traitant. Vraiment, je pense que le bon échelon, en première intention, c'est pas le psychiatre, c'est pas le psychologue. Le bon échelon en première intention, c'est le médecin traitant. Alors, je sais bien, je suis au courant qu'il y a des médecins traitants plus ou moins à l'aise avec la psychiatrie, tout comme c'est humain, tout le monde est plus ou moins à l'aise avec telle ou telle partie de son métier, c'est humain, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais il va être capable de vous le dire, vous allez être capable de le sentir, et donc s'il ne se sent pas à l'aise, il vous le dira, ou si vous sentez qu'il n'est pas à l'aise, eh bien, dans ce cas-là, effectivement, vous pouvez prendre un avis spécialisé, aller voir un psychiatre. Pas de souci. Mais je pense vraiment que le bon échelon en première intention, c'est le médecin traitant. Voilà. Et c'est le médecin traitant qui va l'orienter par la suite. Exactement. Il va orienter ou même il va traiter. Il faut être clair, moi, une grande partie des gens que je traite pour un trouble anxieux ou une dépression, il y a quand même une grande partie de mes patients, ils pourraient être traités par le médecin traitant sans difficulté. Sans difficulté. Alors, les médecins traitants ne se sentent pas forcément à l'aise, donc ils les adressent. Mais en vrai, l'essentiel du métier de psychiatre ne nécessite pas une subtilité, une spécialité ou un machin particulier. L'essentiel est quand même assez simple. Donc voilà, moi, en tout cas, c'est mon avis. Donc moi, je suis un grand défenseur du médecin traitant. Je sais qu'il y a des docteurs qui pensent que ça devrait quasiment disparaître, qu'il ne devrait y avoir que des spécialistes. Moi, je ne crois pas du tout ça. Je pense que c'est un échelon indispensable à la santé publique, le médecin traitant. En plus, on a une relation particulière avec son médecin traitant et la confiance, c'est fondamental. On le voit bien dans cette période de Covid. Combien de gens se sont fait convaincre, à juste titre ou pas, je ne suis pas là pour juger, de se faire vacciner grâce à leur médecin traitant, alors qu'avant, ils étaient contre. En tout cas, on voit bien que le médecin traitant, il a une influence importante parce qu'on lui fait confiance, on l'a choisi, on lui fait confiance, on a une relation de long terme avec. Et donc, moi, je pense que le médecin traitant est un échelon fondamental. Et sinon, une petite question un peu plus globale. Est-ce que vous trouvez que depuis quelques années, et notamment depuis la crise du Covid, les gens se prennent plus en main leur santé mentale? Est-ce que vous trouvez qu'il y a une évolution? Moi, je ne sais pas s'ils se prennent plus en main. En tout cas, ils vont plus mal. Ça, c'est évident. Ouais. Ils vont beaucoup plus mal. Bon, ça, on a des données pour le dire. Mais avant d'avoir des données pour le dire, on pouvait le prédire. Et on pouvait le prédire pas comme les gens qui font des prédictions sur les deuxièmes vagues, les huitièmes vagues qui se plantent tout le temps. On pouvait le prédire parce qu'on a déjà eu des exemples comme ça. C'est-à-dire qu'on avait des antécédents de ça. C'est-à-dire que ça se passe à chaque fois quand il y a une grande crise anxiogène. Eh ben, les gens vont moins bien, d'accord ? Surtout quand elle est traitée de manière anxiogène dans les médias et par les politiques, ça c'est évident, petit 1. Et petit 2, on a, même si ça n'était jamais arrivé, on a un rationnel scientifique pour savoir que le stress, ça fait que les gens ils vont moins bien. Voilà, tout simplement. Et donc, même si on avait déjà eu des épidémies qui nous avaient montré qu'on avait ce type de résultats, même si on n'avait jamais eu d'épidémie comme ça, on sait que le stress est mauvais pour la santé mentale. Et du stress, on en a mangé, on en mange encore de force, matin, midi et soir. Il faut vraiment être sans télé, sans radio, sans contacts sociaux pour ne pas manger ce stress qu'on nous impose, qui est majeur. Alors qu'on nous fasse de la prévention, lavez-vous les mains, mettez votre masque et si besoin, faites-vous vacciner. Très bien, il n'y a aucun souci. Je suis vacciné depuis bien longtemps, bien avant même qu'on parle d'obligation pour les soignants, alors que je suis jeune, je n'ai pas de mobilité. Avec plaisir, c'est pédagogique, très bien. Mais je veux dire, il faut vraiment, comment dirais-je, baisser la pression. Il y a une pression qui est complètement inappropriée, qui est pathologique, qui braque les gens et qui font en sorte qu'ils vont mal. Et ça ne va pas. Donc les gens vont, je ne sais pas s'ils se prennent plus en main, en tout cas on les voit beaucoup plus parce qu'ils vont beaucoup plus mal. Et c'était, encore une fois, prévisible. Et c'est vraiment dommage qu'il y ait un psychiatre qui a intégré le comité scientifique qu'il y a quelques mois, alors que ça fait quasiment 2 ans que cette histoire, enfin 1 an et demi que cette histoire est présente. Donc ça arrivait bien tard. C'est un peu tard aussi. On a parlé des effets psychiatriques aussi très très tard, alors que le psychiatre alertait depuis le début, que ça allait avoir un impact psychiatrique. Je suis aussi triste de voir que, notamment pendant le premier et le deuxième confinement, il y a eu une baisse des lits en psychiatrie. Elle est baissée les lits en psychiatrie, on ne savait jamais au cas où les gens... Attendez, c'est pas...
Voilà. Il y a eu un problème, à mon avis, de gestion. Après, je ne fais pas de politique, donc je ne sais pas si c'est parce qu'ils n'avaient pas le choix ou quoi. Je suis sûr qu'ils ont fait le mieux qu'ils pouvaient, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais en tout cas, la réponse qu'on a eue n'a pas été adaptée et on n'a pas assez fait de prévention. Et aujourd'hui encore, on n'en fait pas assez. J'attends une émission en prime time avec des professeurs de psychiatrie, en prime time sur des chaînes publiques, pas à 23h, en prime time sur comment on fait pour aller bien dans sa tête en général et à fortiori dans cette période. La santé mentale, ce n'est pas un sujet secondaire, c'est le sujet numéro 1. Ce n'est pas le sujet numéro 2 derrière le Covid, c'est le sujet numéro 1. La dépression, selon l'OMS, avant même la pandémie, c'était la première cause de handicap dans le monde. En dehors de l'épidémie, de la pandémie, rien à voir. C'est la première cause. Donc, la psychiatrie, ce n'est pas ni secondaire ni tertiaire, c'est numéro 1, c'est la priorité, en 1. Voilà. Ça, c'est vraiment important à comprendre. Avant le virus, avant le coronavirus, c'est la priorité numéro 1. Encore une fois, pas selon moi, hein. C'est ce qui crée concrètement le plus de handicap chez les gens et qui fait le plus de mal à la société. Voilà. Ok. Bah, écoutez, merci. Et là-dessus, on a des armes. Vous voyez ce que je veux dire? On a des armes utiles pour changer ça. Parce qu'à la limite, si le problème numéro 1, c'est un météorite qui arrive sur la Terre dans 15 minutes et qu'on ne peut rien y faire, bon, bah, c'est un problème numéro 1, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse? Rien. D'accord? Là, le problème numéro 1, ça tombe bien, on peut faire plein de trucs pour. Plein. Il faut le faire. Ouais. Moi, j'ai l'impression quand même que les gens qu'il y a une libération de la parole sur la santé mentale, sur la dépression, sur oui, je vais pas bien, je vais consulter. Je sais pas, j'ai l'impression que ça va plutôt dans ce sens-là quand même. Ah oui, globalement. Alors ça, c'est une évolution qui est, oui, vous avez raison, c'est peut-être accéléré récemment, je pense que vous avez raison, mais il y a une évolution globale dans ce sens-là. Et nous, ce qu'on fait sur la chaîne YouTube, c'est aussi, on essaie de faire ça, on essaie de dédramatiser. C'est un drame, mais il faut le dédramatiser parce qu'il y a des solutions. Ouais. Voilà, il faut en parler, il faut avancer. Quoi. Exactement. Parfait. Ouais. Bon, Super. Merci. Merci beaucoup, Dr. Alexanian.